Chers amis, Toxin continue, Toxin, dans cette semaine de pré-rentrée, continue de vous faire voilà, des sessions de rattrapage de ce que vous avez pu manquer de l'information pendant l'été. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, d'un sujet qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, qui a affolé les réseaux sociaux et qui a été extrêmement peu relevé dans les médias traditionnels. On va parler de liberté d'expression et d'une loi européenne qui s'appelle, alors je vais prendre mon accent anglais fétiche, le European Media Freedom Act, la loi européenne sur la liberté des médias, qui, donc selon certains, on va voir ce qu'il en est vraiment, permettrait l'arrestation de journalistes au nom de l'intérêt général. Alors il n'y a pas que ça évidemment, c'est un texte très dense qui vise à protéger aussi la presse, enfin c'est ce qu'a annoncé, donc voilà, on va voir ce qu'il en est vraiment, et pour voir ce qu'il en est vraiment, je suis avec une personnalité tout à fait désignée, en la personne de Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Valentin. Et merci de prendre sur votre mois d'août pour éclairer les auditeurs de Toxin. C'est la deuxième fois en plus qu'on fait appel à vous cet été, donc merci encore. Je rappelle donc ce European Media Freedom Act, je vais y arriver. Alors je rappelle aussi, pardon, entre parenthèses, que vous êtes donc le chroniqueur emblématique de la chronique Police-Justice avec Alexandre Langlois sur Toxin, que vous avez été avocat, enfin que vous êtes avocat honoraire, et que vous avez donc un blog Vue du droit et un Substack qui s'appelle Régis Substack, sur lesquels vous écrivez vos réflexions. Je crois que le dernier papier en date est sur l'étrange défaite française, donc sur la politique internationale. Donc voilà, il y a énormément de choses. Je vous recommande chaudement à la fois le blog et le Substack, mais ce n'est pas de cela dont on va parler d'aujourd'hui. On va parler de ce European Media Freedom Act, qui est une loi qui vise donc, selon l'Union européenne, à protéger le pluralisme et l'indépendance des médias dans l'Union européenne, à protéger notamment, je crois que cette loi part d'un constat de pression sur les médias publics, suite à un rapport de Reporters sans frontières qui expliquait que dans beaucoup de médias publics de pays européens, il y a des pressions sur les journalistes, notamment au moment des changements de pouvoir, et que donc ça vise à faire la transparence là-dessus, mais c'est une loi qui explore beaucoup d'autres volets du système médiatique, notamment la protection des sources, notamment la transparence sur le financement. Et cette loi a donc, c'est un texte qui date de 2022 ou 2023, qui a été voté en 2024 et qui est entré en vigueur vendredi dernier. Voilà, donc il y a cette fameuse, l'article qui suscite, qui concentre les critiques, c'est cet article 4 que je vais lire, et c'est là qu'on aura besoin de votre jargon, Régis, pour tout comprendre sur cet article. Cet article, donc, interdit formellement aux États membres de placer en détention des journalistes, de les obliger à révéler leurs sources ou de les surveiller avec des logiciels intrusifs. Sauf, et c'est là qu'est le loup, c'est là que le diable se cache, sauf dans des dérogations. Ces dérogations, notamment une, c'est si ces arrestations se font dans le cadre d'une situation justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. Ça peut être aussi si la mesure est proportionnée, et en tout cas, dans tous les cas, cette décision doit être soumise au préalable à la justice, donc d'une autorité judiciaire indépendante, puisque chacun sait que l'autorité judiciaire dans nos pays européens est indépendante. Voilà, donc c'est là qu'on a besoin de votre jargon pour s'éclairer, parce que ces mesures d'intérêt général, on ne sait pas tellement à quoi ça fait référence, et donc je vous laisse un peu développer là-dessus. Alors bon, chacun notera mon esprit de sacrifice, de venir en pleine canicule. J'aime bien la canicule. En pleine canicule, venir parler d'un texte jargonnant au possible et qui, comme d'habitude, réaffirme des grands principes et les dérogations à l'application de ces principes. Et là, comme d'habitude, je me répète, le diable est dans les détails. Bon, d'abord, à quoi ça sert cette loi européenne? À quoi ça sert? Elle définit un cadre. Elle définit un cadre pour tous les pays de l'Union européenne qui doivent adopter ensuite, ou qui l'ont déjà fait, des lois concernant la liberté d'expression. Et il faut que ces lois entretiennent des rapports de conformité, pas seulement de compatibilité, mais de conformité avec le cadre
européen. Et donc, c'est un texte qui a été adopté en 2022-2023, je ne me rappelle plus exactement la date, et qui rentre désormais en application, et ça a provoqué sur les réseaux un certain nombre de réactions et pas mal d'émotions. Émotions que je considère comme justifiées. Mais en même temps, je pars de la réalité, parce que lorsque j'entends l'Union européenne venir dire en réaffirmant dans ce texte des principes de liberté, venir dire que l'Union européenne est là pour protéger la liberté d'expression et protéger les médias et les journalistes, je me rappelle quand même que RT, grâce à des mesures en France inconstitutionnelles, a été instantanément interdit, qui était dans chacun de ces pays un média qui était un média, RT France était un média de droit français, avec les autorisations de l'ARCOM. Hein. Donc, immédiatement interdit, d'ailleurs sans réciprocité de la part des Russes qui n'ont pas interdit les médias qui leur vomissent dessus absolument tous les jours. Je pense en particulier aux chaînes d'information en continu. Alors, donc, lorsque l'Union européenne se pique de protection de la liberté d'expression, je souris. Mais une fois que j'ai souri, je vais regarder ce qui se passe. Alors, il y a toute une première partie qui est la réaffirmation des protections. Alors, comme d'habitude, on commence par dire que les médias, c'est une activité économique libre, hein, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par réaffirmer, comme la déclaration des droits de l'homme française, celle de 1789, que la liberté d'expression est absolue. Non, non, on dit on a le droit de gagner du pognon. Bon, très bien, mais après, voilà comment on peut le gagner. Alors, ça, je pense que ce message avait été déjà depuis longtemps reçu par les oligarques français qui possèdent tous les médias mainstream tranquillement. On voit ce qui s'est récemment passé avec M. Kretinsky, un oligarque étranger qui a remis de l'ordre dans Marianne et foutu à la porte les journalistes qui osaient dire des choses qui ne lui convenaient pas, et puis ensuite qui a obtenu de la part de l'ARCOM, avec une complaisance où la corruption n'est probablement pas loin, une complaisance extraordinaire, le droit de faire une chaîne de télévision qu'il a confiée à la petite bande du torchon franc-tireur. Bon, donc ce texte réaffirme des choses extrêmement importantes sur d'abord la protection, ensuite l'interdiction de prendre des mesures coercitive contre les journalistes, interdiction de les surveiller avec des moyens numériques de surveillance, interdiction faire pression sur eux, de les obliger à délivrer leurs sources. Alors, je ne vais pas tout détailler. Le texte n'est pas très long. Hein. Moi, je renvoie, il est très facile à trouver. Hein. On tape sur Google et on a ce qu'il faut. Et donc, voilà, réaffirmation de tout un tas de principes. Ce qui a permis à un certain nombre d'intervenants de la presse mainstream, mais pas seulement, y compris sur le réseau, en disant, mais attendez, si personne n'en parle, c'est que tout va bien. Tout va bien. Et là, Oui, alors je précise quand même, c'est peut-être important de revenir sur la couverture médiatique de ce texte qui est absolument inexistante en France. Quand j'ai fait ma revue de presse ce matin pour préparer cette interview, je n'ai vu qu'un article de RFI qui s'intitule d'ailleurs quelque chose comme le European Media Freedom Act salué unanimement pour sa transparence, enfin pour son avancée, donc en plus un article absolument dithyrambique, et un communiqué de presse de Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann, qui saluait également la mise en vigueur de ce texte. Donc c'est les deux seules sources qui existent en français sur la question, et sinon absolument rien, alors que c'est quand même quelque chose qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Voilà, je me permettais de rajouter. Raphaël Glucksmann, qui a fait ses armes dans une Oui. Géorgie ultra autoritaire Qui n'est pas connu et, pour sa et transparence dans les liberticide. médias, oui. Oui, absolument. Donc, et puis sur ses liens avec les États-Unis. Bon, ce que raconte Raphaël Glucksmann, c'est comme BHL, la boussole Qui qui indique. indique le Sud. Bien. Donc, on a dans l'article 3 la description de tout ce qu'il ne faut pas faire et de tout ce qu'il ne faut pas inviter
imposées par, excusez-moi, aux journalistes. L'article 4, lui, ce sont les exceptions, les dérogations. Parce que, effectivement, et ça c'est normal, dans le principe c'est normal. Hein. L'article 11 de la Déclaration française des droits de l'homme que j'ai déjà cité dit que la liberté d'expression est absolue, mais qu'elle peut avoir des limites dès lors qu'un intérêt public le justifie et que la loi le décide. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est le premier principe, vous devez respecter ces lois. Et ces lois ont été adoptées en conformité avec la Constitution parce qu'il y avait un intérêt qui le justifiait. En France, on a organisé ces limitations dans la loi sur la presse. Et comme par hasard, aujourd'hui, on essaie de sortir un certain nombre de ces dérogations au caractère absolu de la liberté d'expression du droit de la presse pour les introduire dans le droit pénal général. Merci, monsieur Manuel Valls, avec l'apologie du terrorisme. Bon, ça c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est que le contrôle ne peut se faire qu'à posteriori et par un juge. C'est toute l'organisation exceptionnelle de la loi sur la presse. Les législateurs de la Troisième République étaient assez forts. Hein. Je pense au texte sur la liberté d'association, je pense au texte sur la laïcité, qui est un chef-d'œuvre littéraire aussi, et je pense bien évidemment à la loi sur la presse. Ça, c'est fin 19e, début 20e. Bien, donc, voilà un petit peu ce que sont les principes. Donc, la liberté, et les privilèges qui s'attachent à l'expression de celle-ci, hein, le, le, euh, justifient des limites. Et là, tout ce qui a été décrit dans l'article 3 de cet acte euh, fait l'objet d'un certain nombre de dérogations. Mais dès le départ les termes choisis euh, euh, montre bien que les conditions pour qu'on puisse déroger sont extrêmement larges. Et je vais m'en expliquer. Alors, il faut que la limitation, c'est-à-dire, et je reviens à ce que dit l'article 3, c'est-à-dire que c'est une interdiction de réprimer directement les journalistes, de les obliger à révéler leurs sources. C'est également l'interdiction de le mettre sous surveillance numérique, hein, qui est une mesure, oui, une mesure coercitive, qu'on le veuille ou non. Tout ça doit être prévu par la loi du pays concerné, comme je l'ai expliqué, c'est un cadre général hein, que le texte européen. Donc, est justifié, et là, hop, c'est le petit c de l'article 4, au cas par cas, par une raison primordiale d'intérêt public et est proportionné. Donc il faut qu'il y ait un intérêt public, je l'ai dit tout à l'heure pour ce qui concerne l'application de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, et il faut que ce soit proportionné. Donc, et là, euh, si on prend, je crois qu'il faut partir de ce texte court pour voir ce que ça veut dire. Parce que le problème du droit, le droit, il a quatre sources. La loi, dans un pays de droit écrit comme la France, c'est très important. Hein. On n'est pas un pays de common law comme les anglo-saxons. Donc, c'est la source la plus importante. Ensuite, la jurisprudence, c'est-à-dire l'interprétation par le juge. Ensuite, la doctrine, c'est-à-dire l'analyse des universitaires et des profs de droit. Et enfin, la coutume. Oui, il y a encore des choses qui relèvent de la coutume. Par exemple, la convention sur le génocide de 1948, dont on parle beaucoup avec ce qui se passe en, au Moyen-Orient, eh bien, cette convention est rentrée dans le droit coutumier, le droit international coutumier, au-delà de sa portée littérale dans la convention de 48. Alors, je relis est justifié au cas par cas pour une raison primordiale d'intérêt public et est proportionnée. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est là toute la question. Intérêt. Bah oui, mais moi je veux bien. Hein. Parce qu'on a quand même effectivement il y a le texte et puis il y a ce qui s'est passé en Europe récemment et d'ailleurs dans d'autres sur des sites qui appartiennent à la Commission européenne
On a ils se vantent donc qui font l'apologie de cette loi, rappellent les précédents roumains en disant c'est très bien ce qu'on a fait en Roumanie, puisque non mais c'est génial parce que c'est fait Bien ouvertement, sûr. donc au moins on est prévenu, mais ils disent voilà, la Roumanie, ces mesures ont permis d'éviter l'arrivée au pouvoir d'un dirigeant d'extrême droite pro-russe, enfin on connaît tout le jargon. Et donc c'est là-dessus aussi qu'on voudrait insister parce que c'est le flou de cette notion d'intérêt général combiné aux récentes actualités ne laisse pas présager de très bonnes augures. Bah, écoutez, quand on lit ce que a produit l'UE, l'interdiction d'RT est une Mm. violation directe, grossière de ce texte. Mm. Pas de problème, hein. Boum, allez, dehors, on interdit. Bien. Donc, euh, une raison primordiale d'intérêt public. Vous savez ce que ça veut dire, Valentin, Alors moi je ne sais pas, primordial mais d'intérêt j'espérais faire public? appel au juriste que vous êtes pour Eh m'éclairer un ben petit peu. oui, mais moi, mon vieux, 52 ans de pratique, parce que, si vous voulez, je suis un praticien. Mm. J'ai été universitaire aussi, mais d'abord praticien, et je crois que c'est extrêmement important. Donc, les questions de la jurisprudence et de l'interprétation des textes me sont très chères. Si je lis ça, je me dis, bon sang de bonsoir, primordial d'intérêt public. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Tout ce qu'on veut. Mm. Tout ce qu'on veut, on peut absolument mettre tout ce qu'on veut. Alors, ça, c'est la première condition. Il faut qu'il y ait une raison primordiale d'intérêt public. Et ce que vous dites concernant la Roumanie, c'est très intéressant. Parce que là, vous vous rendez compte, hein, grâce à nos lois, grâce à notre état de droit général, on a pu empêcher un horrible coup d'État. Sauf que ce qui s'est produit, outre que c'est le contraire de ça, très bien, on viole un texte, mais on a violé tous les principes fondamentaux qui font fonctionner cette Union européenne. C'est-à-dire que, et je le rappelle, je passe mon temps à le marteler, hein, et on parlait de Raphaël Glucksmann, que j'ai entendu mentir comme un arracheur de dents je crois que c'était C'est dans l'air, ou C'est le soir, ou C'est pas là, où j'en connais, je n'ai lu que des extraits, je regarde jamais ces émissions, mais quand il est venu dire, vous vous rendez compte, il a fallu que la Cour suprême de Roumanie annule l'élection présidentielle. Elle n'a jamais annulé l'élection présidentielle. En cours de route, elle s'est arrogé le droit de mettre fin à un processus. Donc, en Roumanie, la Cour suprême n'a pas jugé un scrutin, au contraire de ce que nous raconte Monsieur euh, Glucksmann. Glucksmann. Elle a interrompu un processus, ce qui est absolument monstrueux. Imaginons qu'en France, l'élection présidentielle ait lieu, que, effectivement, à l'occasion du premier tour, on constate qu'un candidat a fait un score qu'on ne souhaitait pas, et on dit stop, on arrête, on recommencera plus tard. Mais attendez, là je pense, compte tenu de la passivité populaire, je ne sais pas les conséquences que ça aurait, mais tous les juristes de France pousseraient des hurlements. Non, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est revendiqué. Alors après, naturellement, hein, on a poursuivi, d'abord on a inventé un prétexte qui a été totalement démantibulé, c'était faux. Ensuite, on a poursuivi tout le monde, y compris les journalistes. Y compris les journalistes. Bon, donc c'est une blague ce que raconte l'Union européenne. La notion, et je pèse mes mots et je prends mes responsabilités, la notion de raison primordiale d'intérêt public, c'est l'intérêt de Madame von der Leyen et de cette union qui n'est destinée là qu'à priver les pays qui la composent de leur souveraineté et de leur liberté. Voilà, c'est devenu un outil totalement liberticide. Donc, en ce qui concerne cette raison primordiale d'intérêt public, l'interprétation de celle-ci est totalement, et je vais dire pourquoi, est totalement laissée à l'appréciation de ceux qui, justement, aujourd'hui, mesurent que leur discours, leur propagande, leur monopole de ce discours est mis en cause par l'existence des Mm. réseaux. Est mis en cause par l'existence des réseaux. Donc, il faut, euh, dans un double mouvement, verrouiller complètement le dispositif des médias
que je vais qualifier d'officielle, mais enfin c'est pour que chacun comprenne de quoi je parle, et également et ça va venir, comme par hasard, avec le DSA, hein, Mm. Digital Service Act, hein, c'est-à-dire encadrer et appliquer à l'infosphère les règles qui sont définies là. Première condition, on peut tout à fait martyriser les journalistes s'il y a une raison primordiale de l'intérêt public. Deuxième condition, il faut qu'elle soit proportionnée. Alors qu'est-ce que ça veut dire là aussi, proportionnée? Moi, je ne sais pas. Proportionnée, euh, est-ce que c'est faire taire? Est-ce que c'est mettre en prison? La notion de proportionnalité, elle est extrêmement floue et vague. Et quand je dis ça, quand j'ai dit que la notion d'intérêt primordial était floue et vague et donnait des pouvoirs extrêmement importants à ceux qui interprètent, lorsque je dis que la proportion relève de la même approche, je pense à qui va faire ces interprétations, qui va les faire. Donc, si on lit le texte, c'est intéressant parce qu'il y a deux filières pour faire l'interprétation et par conséquent, prendre les mesures liberticides, parce que ce sont des mesures liberticides. Il peut y avoir des mesures liberticides justifiées. Quand vous mettez en prison un assassin, c'est une mesure liberticide en ce qui le concerne, qui est parfaitement justifiée. Donc là, que nous dit-on? Qu'elles doivent être soumises à l'autorisation préalable d'une autorité judiciaire ou d'une autorité décisionnelle indépendante ou impartiale. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Judiciaire ou autorité indépendante. Alors, je vais commencer par dire du mal des autorités indépendantes. Vous m'excuserez, Vous êtes hein, pardonné d'avance. je reviendrai sur mes chères autorités judiciaires après. Les autorités indépendantes, c'est quoi? Ce sont ce qu'on appelle, et qu'on a multiplié depuis 30 ou 40 ans, pour justement priver le judiciaire et donner à l'administratif et au pouvoir politique le plus possible de pouvoir liberticide, ce sont les autorités administratives indépendantes. Il y en a partout. Eh bien, en matière de liberté d'expression, on a ce qu'il faut. On a un truc qui s'appelle l'ARCOM. Alors, il y a eu les HTTPV, il y a eu le CSA, etc. Tout ça a été fusionné. L'ARCOM est une autorité tout à fait indépendante, dont le C'est bien président est connu. nommé. Hein, c'est bien connu. Hein. Faut pas diffamer cette magnifique institution, hein, parce que quand même, hein, elle intervient, elle est intraitable. Elle est absolument intraitable. Je veux dire, je reviens au Moyen-Orient, tous les excès de Radio J, tous les excès de I24, tous les excès de CNews, etc., sur la question de ce conflit, toutes les apologies des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité peuvent être proférées pendant que cette autorité indépendante observe un pieux silence. Bien. Donc, non, c'est une blague pure. Hein, et, alors attention, le droit français, qui, à mon avis, sur ce point, est d'ores et déjà compatible avec ce cadre dont j'ai parlé, ce cadre européen, donne un certain nombre de prérogatives à l'ARCOM, et on sait comment elle s'en sert, l'ARCOM. Mais là, c'est de nouveau un sauf-conduit, c'est de nouveau ouvrir un boulevard pour dire, écoutez, on a donné des pouvoirs considérables à l'ami d'Emmanuel Macron, qui ne s'est pas encore fait prendre, lui, comme le patron de l'INA, en train d'acheter de la cocaïne. Ah non, lui... mais ça va venir, hein. Enfin non, je ne l'accuse pas, j'en sais rien. Mais ce genre de choses, moi, me choque tellement. Non pas qu'on consomme de la drogue, c'est une addiction comme une autre, mais ce qu'est devenu le bloc élitaire, Mm. quoi, où c'est général au Parlement, hein, et on en apprend tous les jours. Alors il a été suspendu, il n'a pas été immédiatement foutu à la porte, hein.
Mais c'est comme ça. C'est comme Non, mais ça. pour en revenir à ces autorités administratives indépendantes, parce que c'est un autre volet du texte, si je ne m'abuse, le texte prévoit la création, et là c'est quand même particulièrement délicieux, d'un comité européen indépendant pour les services de médias, donc une sorte d'ARCOM européenne. Et je vous cite la phrase telle quelle, qui est quand même extraordinaire. Création d'un comité européen indépendant, le mot indépendant est prononcé, pour les services de médias, dont le secrétariat sera assuré par la Commission européenne. Voilà, donc l'indépendance assurée par la Commission européenne. Donc là encore, c'est tellement grossier qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter malheureusement après ça, mais c'est assez évocateur et on voit quand même ce qui nous attend dans ce projet de loi, quoi. Enfin, Alors, dans cette loi qui est entrée en vigueur, pardon. voilà. Donc, effectivement, j'ai dit ce qu'il fallait penser de l'ARCOM, qui est notre outil à nous, hein, qui est notre outil d'autorité administrative indépendante qu'on a déjà, mais ce texte pourrait permettre de renforcer encore ses pouvoirs au détriment de ceux du juge judiciaire. Je vais venir au juge judiciaire. Donc, autorité administrative indépendante. Ensuite, on nous dit, ou une autorité judiciaire. On commence d'ailleurs par l'autorité judiciaire, donc j'ai moi-même liquidé la question. Quand je dis liquidé, c'est que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On sait très bien ce qu'en vaut l'aune. Le système médiatique français est un des plus liberticides du monde. Il est totalement verrouillé par une oligarchie qui a installé Macron au pouvoir. Et cet organisme est purement et simplement un flic à la disposition du président de la République. Donc, l'autorité judiciaire, c'est autre chose. L'autorité judiciaire, c'est autre chose. Traditionnellement, et c'est l'application du principe de la Déclaration européenne des droits de l'homme, française des droits de l'homme, mais qui est également reprise dans la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 10, hein, c'est curieux parce que l'article 10 de la française, c'est la liberté d'opinion. L'article 11, la liberté d'expression, et dans la Convention européenne, c'est l'article 10. Attention de ne pas confondre, hein. Ce sont deux textes différents et qui ont des portées différentes. Toujours est-il que c'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autorité judiciaire qui peut prendre des mesures limitatives. Et je l'ai dit, après, ces décisions ne peuvent intervenir, qu'elles soient de sanction ou qu'elles soient de prévention, parce que la mise sous surveillance, c'est de la prévention, ne peuvent être prises que par le juge, avec la proportionnalité, avec l'intérêt public primordial. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à la justice pour le faire? J'ai dit ce que je pensais de la Cour suprême de Roumanie, mais c'est pareil chez nous. C'est pareil en France. C'est pareil en France, parce que, euh, en plus, l'appareil judiciaire français a cette particularité, c'est que les autorités de poursuite, qui sont à la disposition du pouvoir exécutif, et les magistrats du siège, qui sont ceux qui doivent être euh, indépendants, je reviendrai sur le terme indépendant, sont tous des magistrats. Donc il y a une espèce de confusion qui règne. Il y a une espèce de confusion. Je suis absolument opposé à l'indépendance du parquet. Je suis favorable à la séparation radicale des autorités de poursuite et des autorités de jugement. Ce serait là vraiment un progrès extrêmement important. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à la justice française pour respecter, les principes de l'article 3? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que ce sont, pour ce qui concerne les mesures de surveillance, les mesures d'obligation de révéler les sources, etc., ce sont des mesures qui interviennent avant le débat contradictoire devant le juge du siège. Donc, ce sont des mesures qui, en matière de délinquance, peuvent se justifier. Elles peuvent se justifier lorsque vous avez, dans le terrorisme, nécessité de mettre des gens sous surveillance, de prendre des mesures d'atteinte à la vie privée, de prendre des mesures liberticides. C'est justifié, c'est logique et c'est normal. Bien, là, c'est tout autre chose. Là, c'est tout autre chose. C'est on porte atteinte à un droit
considérable et fondamental qui est celui de la liberté d'expression. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance alors là, je parle de la France parce que la connais bien et je connais bien l'appareil judiciaire. Est-ce qu'on peut lui faire confiance pour euh, respecter euh, les principes, respecter la liberté euh, d'expression, la liberté d'organisation de l'expression? Est-ce qu'on peut faire confiance aux juges? La réponse est non. Quand je dis est-ce qu'on peut faire confiance aux juges, je pense à l'appareil judiciaire. Vous avez utilisé le mot qui tue, mon cher Valentin, vous avez parlé d'indépendance. Mais on se fiche de l'indépendance. L'indépendance n'est qu'un moyen, n'est qu'un levier de l'impartialité. D'ailleurs, le texte parle d'impartialité, hein, des autorités indépendantes ou judiciaires impartiales. Donc, ce critère de l'impartialité, personne n'en parle jamais. Personne n'en parle jamais. C'est assez étranger d'ailleurs à la culture française, qui est fortement marquée par une tradition administrative, donc avec prima pour l'État. Est-ce que, et j'insiste, ce système recèle des risques liberticides? Évidemment. Évidemment, parce que il donne à des autorités soi-disant indépendante et à une autorité judiciaire aujourd'hui dans un rapport de totale connivence avec le pouvoir national et le pouvoir européen pour limiter et empêcher l'expression euh, libre. Je vais revenir euh, parce que je crois que c'est ce qui s'est produit est très important. Ce qui s'est produit est très important sur l'exemple de ce qui se passe au Moyen-Orient. Après le 7 octobre 2023, beaucoup d'émotions justifiées. Il y a eu une directive de M. Dupond-Moretti, hein, qui entretient des rapports extrêmement élastiques avec les principes et en particulier ceux de la liberté d'expression. Il a fait une directive envoyée au parquet en disant poursuivez, poursuivez tout ce qui relève de l'apologie du terrorisme, qui est dans le droit pénal général maintenant grâce à Manuel Valls. Et on a eu plus de 700 procédures, on a eu des peines de prison ferme, on a eu, mais enfin, bon, moi j'ai suivi ça d'assez près, quelque chose d'assez extraordinaire. Pas une poursuite, pas une poursuite concernant les apologies du génocide, apologie, alors bon, on n'est pas obligé de retenir la qualification du génocide, apologie des crimes de guerre, apologie des crimes contre l'humanité. Je rappelle que le Premier ministre israélien est poursuivi devant la CPI. C'est pas rien. Hein. Donc, bon, les colonnes en sont pleines. On a eu des textes, mais incroyables, d'une violence. Il ne s'est rien passé. Récemment, mon cher Valentin, il y a 8 jours, il y a un rabbin à Lyon, je crois, qui a fait une vidéo en disant Macron, il a intérêt à préparer son cercueil. Ensuite, un vomi raciste et des appels au meurtre. Alors, ça a un peu râlé quand même. Ça a commencé un peu à râler. Retailleau, jamais en retard d'une démagogie euh, électoraliste, a dit ah, c'est pas normal. Je fais un signalement. Alors, immédiatement, la presse a dit procédure judiciaire. Mais non. Un signalement, c'est une information par le ministre au parquet, c'est tout. C'est tout. Et depuis, il a eu des ennuis, ce monsieur. On a appris s'il était en garde à vue ou pas. Il a été incarcéré. Il a été poursuivi euh, en, en comparution immédiate. Le parquet a demandé le mandat de dépôt. Non, rien. Il ne se passe rien. Ça, c'est l'impartialité à la française. Alors, on va dire que je m'éloigne des propos. Non, on est au cœur de ces comportements. L'appareil judiciaire a ces comportements. Alors, ceux qui me suivent sur Twitter, bon, ont peut-être l'habitude, hein, quand il y a une évidence de cette nature où les magistrats ne bougent pas, je fais un petit tweet, coucou les amis magistrats, qu'est-ce que vous faites? Ah, vous avez piscine, hein, et je mets au bout les adresses du syndicat de la magistrature et de l'union syndicale des magistrats, il se passe bien évidemment jamais rien. Bon,
je ferme la parenthèse sur le Moyen-Orient, mais ça révèle le fait que on ne peut en aucun cas s'en remettre et faire confiance aux deux autorités qui sont visées par ce texte pour préserver la liberté d'expression et préserver la liberté des journalistes, la liberté des médias. C'est beaucoup trop euh, flou comme rédaction et si on se fonde sur l'expérience, on sait très bien que ça peut être euh, manipulé dans n'importe quel sens souhaité. Et j'ajoute que on va me dire ah oui mais vous accusez, vous êtes euh, partial, on verra. Non, c'est tout vu, on sait bien, on a toute l'expérience précédente. On voit très bien Monsieur Thierry Breton venir sur tous les plateaux en permanence, alors qu'il n'est plus rien. Déjà auparavant, venir dire ah c'est formidable ce qu'on a fait en Roumanie. Je me rappelle même plus comment il s'appelait le candidat, mais c'est pas, j'ai aucune ni Georgescu, sympathie. Pardon? Caline Georgescu. Georgescu, voilà. Hein, mais c'est pas mon problème. Je sais pas qui c'est, mais euh, revendiquer ça comme une grande victoire de la liberté, comme le fait Monsieur Breton, mais c'est une infamie. Il est là, tranquille, il vient, il sera toujours invité, hein, et il faudrait qu'on qu'on fasse confiance à ceux qui ont rédigé ce texte. Il faudrait qu'on fasse confiance à ceux qui vont l'appliquer. Non, c'est simplement une blague. Alors j'ai lu sur les réseaux de la part de, c'est des amis qui ont fait ça. Oui, mais si on n'en parle pas, il faut. Qu'est-ce que c'est que cette. Parce que ils avaient relevé une prise de position de Didier Maristo, autre chroniqueur de Toxin, de Didier qui disait ben, voilà, c'est dangereux quand même. Mais non, tout de suite, on a meute et tout. Ben, non, 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 non. Il y a suffisamment d'exemples qui démontrent euh, euh, la volonté de ceux qui ont pris ce texte, euh, la volonté de contraindre la liberté d'expression, d'enrégimenter les médias. J'insiste, je ne fais pas un procès d'intention. Ce dont je parle relève de l'expérience. Voilà. Alors, Euh, j'aurais quand même posé une question, Régis, au juriste que vous êtes. Est-ce que ce texte introduit une nouveauté dans ces dispositions d'autorisation d'arrêter les journalistes, de les surveiller, de révéler leurs sources? Ou est-ce que c'est quelque chose qui était, on va dire, déjà dans le droit européen et qui n'a été que réaffirmé avec ce texte? alors, il y avait des mesures Euh, alors, assez protectrice d'ailleurs, je pense. Par exemple, vous voyez le secret de l'instruction et des enquêtes, qui est une norme de protection des libertés, puisque ça permet à celui qui est poursuivi de ne pas avoir des extraits soigneusement choisis, hein, coucou François Fillon, dans la presse. Euh, tout le monde est tenu de les respecter, les magistrats en particulier, hein, qui sont très souvent à l'origine de ces violations de la loi. C'est formidable. Hein. Ils sont chargés de faire respecter la loi, ils commencent par la violer. Bon, il a déposé au moins 10 plaintes pour violation du secret de l'instruction. François Fillon, elles ont été classées, classement vertical, elles doivent d'ores et déjà être à la poubelle. Toujours est-il que les journalistes ne sont pas tenus au secret de l'instruction. Ne sont pas tenus au secret de l'instruction. Donc, et on ne doit pas leur demander comment est-ce que vous avez obtenu ce que vous avez publié. Ça pourrait être du recel de la violation du secret de l'instruction. Non, non. Eux, ils sont... euh, et je ne trouve pas ça anormal. Je ne trouve pas ça anormal parce que c'est une protection. Il y a la question de l'encadrement pour les lanceurs d'alerte, etc. Bon, mais au fur et à mesure, dans la pratique, en utilisant des textes qui le permettaient, à partir du même raisonnement que celui qu'on utilise pour les avocats, c'est-à-dire, écoutez, voilà, vous les journalistes, vous avez des privilèges liés à votre statut et au rôle fondamental que vous jouez dans une démocratie. Tout ça, c'est joli, c'est le discours, mais attention, ça n'est pas un passe-droit pour commettre des infractions. Regardez ce qui est arrivé à la petite Ariane Lavrieux. C'est quand même fantastique, quoi. Hein. Et le prétexte qui a été utilisé, c'est que
ont considéré que les relations qu'elle entretenait avec je ne sais pas quelle organisation qui lui avait permis d'avoir les informations, hein, ne relevaient pas d'un travail d'investigation journalistique, mais d'une relation d'une autre nature, entre guillemets de complicité. Bon. Donc, euh, le, 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 l'argument qui consiste à dire les professions qui ont des privilèges de secret professionnel, de protection particulière, ne doivent pas les utiliser pour commettre des infractions. C'est ce qui est arrivé, par exemple, aux médecins, parce que avec les problèmes de violence ou de pédophilie, etc., donc où on les a autorisés, on a encadré la violation du secret médical. Les avocats, c'est pareil. Il y a un système extraordinaire pour les avocats. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de mettre les avocats sur écoute. Très bien. Mais si vous mettez leurs clients sur écoute, vous allez pouvoir surprendre les conversations. Alors qu'est-ce que vous faites? La justice, elle est formidable. Elle dit quoi? Eh bien, on va transcrire les conversations, on va les remettre au juge d'instruction, qui enquête sur la culpabilité éventuelle de la personne, hein, et c'est lui qui va faire le tri entre ce qu'il garde et ce qu'il garde pas. Donc il va voir, oui, oui, c'est moi qui ai fait le coup, hein, ah oui, non, ça, j'ai pas le droit, je le range. Et il va continuer à instruire en ayant effacé ça de sa mémoire, mais on se fout du monde. Bon, on sait ce qui est arrivé dans la fameuse affaire Paul Bismuth à Nicolas Sarkozy et à Thierry Herzog. Et tout le raisonnement de ceux qui ont soutenu ça, pas moi, a été de dire, voilà, les privilèges de l'avocat ne sont pas des passe-droits pour commettre des infractions. C'est exactement ce qu'on entend dans les commentaires favorables sur ce texte. Le métier de journaliste, qui est protégé, qui est organisé, une carte de presse, etc. Il y a un statut fiscal un peu particulier. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est pas pour que vous vous transformiez en délinquant. Et qui c'est qui va décider si vous vous transformez en délinquant? Ce sont les autorités d'enquête en amont. C'est-à-dire le parquet, le juge d'instruction éventuellement. Alors, il est juge du siège, d'accord. Sous le contrôle de la chambre d'instruction, d'accord. Mais c'est pas le juge au final. Moi, je considère que c'est d'ailleurs une violation de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc voilà, ce système qui rappelle des choses, euh, comment dire, importantes, qui se présente comme un protecteur des libertés, dans les dérogations, met en place un dispositif de répression. Vous savez, le, au moment des grandes purges, en Union soviétique entre 37 et 39, disons. Euh, L'Union soviétique avait un des codes de procédure pénale les plus libéraux du monde. On sait ce que ça a donné. Hein. Alors bon, on va dire, compte tenu de mon passé, que je fais de la provocation. Même pas, même pas. Euh, le, le, euh, les plus beaux des textes ne peuvent donner que ce que ceux qui les interprètent, ceux qui forment leurs décisions, en donneront. Et si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que nous avons dans les autorités administratives et dans la justice des outils impartiaux capables de respecter euh, les principes de liberté, ma réponse est non. Ma réponse est non. Je ne vous aurais pas fait cette réponse il y a 30 ans. J'ai connu une autre justice, j'ai connu un autre rapport d'une justice qui était très souvent inféodée au pouvoir exécutif, c'était tout à fait incontestable, mais qui recelait en son sein des gens de grande qualité, des gens de principe et qui étaient capables d'affronter le pouvoir. Aujourd'hui, la justice est autonome, elle est indépendante, mais elle est indépendante pour ne pas être impartiale. Et elle se prononce en fonction de ses a priori idéologiques.
ses a priori idéologiques liés à sa sociologie, à son mode de formation, liés à sa place dans le bloc élitaire. Et donc, si vous voulez, elle a fait élire Emmanuel Macron en 2017, le protège depuis. Euh, c'est pas parce qu'on lui en donne l'ordre, c'est parce qu'elle est d'accord avec ce système. Quand elle a massacré les Gilets jaunes, c'était pour la même raison. Donc, face à ce qui est considéré comme un danger par les pouvoirs européens, au niveau de l'Union, au niveau de la Commission et par les gouvernements des pays de l'UE, euh, la, comment dire, le danger est très important que les appareils judiciaires, qui sont donc, j'insiste, euh, en connivence avec les pouvoirs exécutifs, euh, euh, interprètent ces textes de façon liberticide. Oui, parce qu'on va quand même aller dans le pragmatique, quand dans le contexte qu'on connaît, c'est-à-dire alors déjà au niveau européen, Ursula von der Leyen qui fait l'objet de procédures judiciaires sur ses affaires de SMS, ou même en France, on a vu les récentes procédures judiciaires lancées par le couple Macron contre une certaine influenceuse américaine qui se fait le relais de certaines rumeurs. Eh ben, des médias qui appuieraient ce genre d'informations pourraient aussi tomber sous le coup de la justice. Enfin, est-ce que c'est une question que je pose, mais est-ce que ce texte permet finalement de franchir un pas encore dans la censure et dans la persécution de médias qui se font le relais d'opinions pas forcément favorables au pouvoir? Évidemment, excellent exemple. Excellent exemple, parce que euh, il y a quelqu'un dont la grossièreté ne doit pas masquer une forme d'intelligence. Je pense à Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, il est venu, je crois que c'était sur RTL, j'ai écouté. Il est venu en disant l'affaire Candace Owens, cette affaire-là, le procès, etc., c'est une affaire d'État. Tiens, tiens, deux, deux conséquences. Peut-être, je ne veux pas lui prétendre que c'était ce qu'il pensait. Je n'ai pas encore de machine pour explorer les cerveaux. Mais deux conséquences. La première, c'est que les frais de justice, j'ai appris hier dans Le Point que les époux Macron avaient saisi des détectives privés aux États-Unis pour faire des enquêtes sur Candace Owens, etc. Ça coûte une fortune. Et puis il y a également les frais de justice, les honoraires d'avocat. Ça va coûter des millions de dollars, voire des dizaines de millions. Donc, c'est la première, c'est la première conséquence de la qualification d'affaires d'État. Bon. Deuxième conséquence de cette qualification, La, c'est de la dire, conséquence, pardon, c'est donc tous les frais de justice vont être pris en charge par le contribuable. alors, si vous Oui. voulez, vous avez un principe qui s'appelle la protection fonctionnelle des agents publics dans notre pays, c'est-à-dire que si vous êtes mis en cause en tant que fonctionnaire, agent public, élu, etc., par sur le plan pénal, en demande ou en défense d'ailleurs, hein, votre défense, les frais de votre défense, les honoraires des avocats sont pris en charge par le contribuable. C'est un principe. euh, c'est l'article 11 du statut général de la fonction publique, et c'est logique, c'est normal. C'est normal. Alors, il ne s'agit pas, vous n'allez pas vous faire payer vos honoraires d'avocat si jamais vous avez étranglé votre épouse. Hein. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Bon, mais donc, je ne sais pas ce qu'il en est pour le président et je ne sais pas ce qui a été prévu. Ce que je sais simplement, c'est que l'aventure dans laquelle ils se sont lancés va coûter une fortune. Devrait leur coûter une fortune parce que c'est leur problème, hein, mais que Éric Dupond-Moretti, qui est dans une proximité totale avec le couple présidentiel, vienne dire ça, ça pose une sacrée question. La deuxième conséquence, c'est que dès lors que ça devient une affaire d'État, on va peut-être se retrouver avec le critère de, hop, 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 je le cherche, raison primordiale d'intérêt public et proportionné. On a entendu un discours par rapport à cette imputation qui est faite, qui a fait le tour du monde. Hein. C'est évident. Moi, je fais le tour bon, je rigole, c'est pas gentil, hein, mais j'ai fait j'ai été voir la presse chinoise, le Global Times, c'est tout. Ils en parlent souvent, hein, Hmm. mais c'est insensé, quoi.
hein. Donc, alors, quand Brigitte Macron dit, écoutez, chaque fois que j'arrive à l'étranger, je sens bien que on m'en parle pas toujours directement, mais je sens bien qu'on, je crois qu'en substance c'est ce qu'elle a dit. Je comprends et je comprends que ça fragilise éventuellement la présidence de la République. Enfin, la Oui. nullité de notre président et son narcissisme obtus et puéril suffisent, à mon Je pense qu'il avis, n'y a plus grand-chose à fragiliser quand même, hein. à nous disqualifier. Mais bon, et est-ce que ce prétexte-là ne pourrait pas être utilisé? J'ai tendance à répondre que oui. Et je pense, parce que faut pas se tromper, quand on voit ce que j'ai regardé, ça c'est l'aspect judiciaire. C'est l'aspect judiciaire, moi le reste m'intéresse assez peu. Mais les personnes qui ont été poursuivies pour harcèlement, alors je sais pas, ils ont dû faire plouf plouf. Hein, Mm. on a des gens qui avaient publié un message, d'autres trois, etc., hein, et qui sont poursuivis pour harcèlement numérique euh, à l'encontre de Brigitte Macron. Enfin, c'est quand même c'est étonnant, quoi. C'est assez extraordinaire. C'est pour intimider les autres. Et donc, ça, c'est une atteinte à la liberté, évidemment, à la liberté d'expression. Lorsque l'auteur du livre dont Candace Owen s'est servi euh, fait l'objet de poursuites relativement récentes, si j'ai bien compris, euh, c'est c'est pour harcèlement. Il n'avait pas de compte Twitter, il n'y a pas un seul message qu'on peut retenir, etc. C'est assez étonnant. Donc le prétexte du lancement de cette procédure, qui va donner lieu, si j'ai bien compris, à des auditions en Italie, etc., donc à des investissements financiers sur le fonctionnement de cette procédure, euh, je me demande si la justification, elle n'est pas liée au fait que c'est une affaire d'État, puisque M. Éric Dupond-Moretti, juriste par ailleurs, a retenu cette qualification. Donc, voilà, j'ai pris cet exemple parce qu'il illustre euh, les marges de manœuvre dont disposent les autorités qui auront la possibilité de porter atteinte aux principes fondamentaux de protection de la protection de protection des journalistes. Et d'autant plus que Dupond-Moretti a expliqué aussi que c'était une affaire d'État parce qu'elle était instrumentalisée par des puissances étrangères, je crois que c'était la Russie ou je sais ou les États-Unis, je sais plus lequel, mais en tout cas que c'était donc instrumentalisé par des raisons, par des puissances étrangères et que donc c'était une sorte de guerre qui était menée à la France à travers cette rumeur. Donc ça renforce encore plus ce côté menace pour l'intérêt général de la nation, quoi. Euh, Et tout donc à fait. donc on Vous a avez des raison. voilà, on voit à quoi on peut s'attendre avec ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez des choses à rajouter, en tout cas. Juste sur C'est les Russes. Oui, Oui, effectivement, il a dit ça, et j'ai pas percuté comme vous venez de le faire, et c'est vous qui avez raison. C'est qu'à partir du moment où on passe son temps à dire que nous sommes l'objet d'une guerre numérique, d'une cyberguerre, ce qui est vrai, et nous en menons une, ça c'est clair. Je parle même pas de celle que nous mènent les États-Unis, hein. Euh, donc, à partir du moment où vous dites, voilà, cette affaire est instrumentalisée par des puissances hostiles, vous exposez naturellement tous ceux qui interviennent. C'est voilà. évident. C'est évident. Regardez ce qui était arrivé à ce gars qui était fanat, c'était bizarre d'ailleurs, de la Corée du Nord. Il était collaborateur au Sénat de la partie administrative, Hmm. etc. Il a fait de la détention provisoire longue, hein, je crois, et puis il a été mis hors de cause finalement, mais parce qu'on considérait que c'était une intelligence avec l'ennemi. Voilà, donc on voit à quoi on peut s'attendre Ah oui, maintenant que ce texte est entré en vigueur. Je rappelle aussi quand même, pour conclure, qu'il a été voté
par François-Xavier Bellamy, Manon Aubry, Valérie Hayé. Bon, Valérie Hayé, c'est pas très étonnant, mais en tout cas, François-Xavier Bellamy, les gens qui peuvent avoir de la sympathie pour lui se feront une opinion. Enfin, en tout cas, donc, les LR, ça a été voté par les usual suspects, on va dire, et que le RN s'était lui abstenu. Voilà. Oui, Euh, ben, Enfin, c'était je abstenu, avait rebondis. voté contre. Je crois qu'ils avaient même voté Oui, contre. oui, non, non, mais c'est bon de la part de Bellamy, on peut pas s'attendre à grand-chose d'autre. Et c'est pas un homme qui donne une impression de grande fermeté dans les Hmm. convictions et de grande fermeté dans son combat politique. Mais c'est pas grave. En revanche, Manon Aubry, Oui. c'est une calamité. Elle se trompe quand elle vote. Je me rappelle plus sur quel sujet. Elle fait des grosses bises et des abrasos géants à Ursula von der Leyen. Elle refuse de voter sa censure. Et quand Ursula von der Leyen revient d'Écosse, c'est en Écosse ou en Irlande du Nord? Je me rappelle, en Irlande du Nord, je crois, euh, de, 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 son, euh, de son traité inégal signé avec euh, Donald Trump. Elle dit, vous avez vu, c'est un scandale, que fait-elle, etc., etc. Enfin bon, je veux dire, Oui. là, on est carrément, comme avec Valérie Ayer, on est Hmm. carrément dans la nullité, et puis bon, C'est faut pas ça. chercher plus C'est loin que ça. un Hein. spectacle assez triste. Et d'ailleurs, von der Leyen qui s'était illustré cet été avec quand un opposant lui avait parlé en lui disant si vous étiez en Russie, vous seriez emprisonné déjà, alors que le type, je crois que s'est fait embarquer juste après. Donc bon, Il y avait, c'est oui, pas une Groland, vidéo hein, c'est la fabuleuse. réalité. Ah, et Mais ça fait le tour du monde, ouais, ça. ouais. Hein. Non, non, bah, c'est assez parlant. Disons que ça illustre complètement en fait c'est ce régime européen qui, dans les actes, dans les paroles, se dit le plus vertueux du monde, et puis dans les faits, on voit ce que ça donne. Donc, Il est merci aux beaucoup. abois. Oui, Vous voyez, c'est on va finir sur difficile une note d'espoir quand même. c'est difficile de me faire taire. Il est aux abois. Regardez la défaite que l'Union européenne et l'Europe vient de subir. Une défaite économique avec ce traité inégal grotesque où Ursula von der Leyen, on lui dit, mais est-ce que vous avez obtenu des concessions américaines? Non, aucune. Mais vous comprenez, c'est normal. Ils ont un déficit. Tu penses, les mecs, ils Oui, ont 150 000 milliards de dette publique. Hein. Et donc, comme ils sont en déficit, ils sont désindustrialisés, ils nous vendent rien. Hein. évidemment. Donc, c'est normal qu'on compense. C'est normal. Non, Ouais. mais oh, ça s'appelle un tribut, ça. Hein. C'est un acte de soumission. Hein. On a une défaite économique, on a une défaite diplomatique, on est grotesque, on est là, on envoie Kaja Kallas, hein, elle va Mm. rentrer par une porte dérobée en Alaska parce qu'elle veut faire un selfie avec Trump. Non mais c'est à pleurer quoi. Mm. Et puis on a une défaite militaire. On a filé comme des imbéciles dans une guerre ingagnable. Hein. Et là, maintenant, de quoi on a l'air, quoi. C'est-à-dire que, oh, vous allez voir, on va dépenser des milliards. On les a pas, les milliards, mais on va construire des armes. On n'en a pas. Mark Rutte, il a dit, vous comprenez, secrétaire général de l'OTAN qui appelle Trump Daddy, papa, il a dit euh, tous les pays de l'OTAN cumulés, États-Unis compris, on fabrique par an autant d'obus que les Russes en consomment par mois Mm. en Ukraine. D'accord. Donc, et là, on est là à faire on va, avec des pochons, on va en train à Kiev et tout, et on subit une nouvelle défaite diplomatique. Bon, Bon, c'est ce est-ce qui que peut nous donner une note d'espoir. C'est que peut-être qu'on n'en a plus pour longtemps avec cette Europe et que ces textes-là sont les derniers soubresauts d'un régime à l'agonie. Voilà. ça peut, ça va être difficile que ça se passe sans Ça va être casse, difficile. En tout cas, malheureusement. ça va être difficile, mais ce qui nous réjouit, c'est qu'on continuera de suivre cette actualité avec vous, Régis de Oh Castelnau, bah oui, on va tout au long de continuer. l'année, puisque je ne crois pas m'avancer en disant que cette chronique police-justice va bel et bien continuer. Elle est tellement appréciée par les auditeurs avec Alexandre Langlois. Donc on vous retrouvera au plus tard à la rentrée, sinon avant.
Merci beaucoup, Régis de Castelnau. Je rappelle, Salut à tous. avocat à la Cour, que vous êtes auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. J'ai oublié de mentionner cet excellent livre que je recommande à tous nos auditeurs. Et que vous tenez aussi un blog, Vue du droit, et un Substack, Régis Substack, sur lequel je recommande voilà, les derniers articles. Je crois que le dernier traite de l'étrange des Fred françaises dont on a un petit peu parlé en fin d'émission. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous jeter sur ces lectures. Quant à nous, chers amis, eh bien, c'est la fin de cette émission et on se retrouve dès demain à 18h pour un nouvel entretien. D'ici là, n'oubliez pas de liker ces vidéos et surtout, vous le voyez avec ces textes, que Toxin est plus que jamais exposé aux différentes dérives judiciaires qui peuvent émaner de notre régime. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. On a fait le choix de faire un média qui ne dépend que des personnes qui le regardent, non, sans subvention et sans milliardaires. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez les moyens, à nous soutenir pour que cette aventure continue et qu'on puisse toujours vous informer librement. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et à demain 18h.